Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Jonathan. Bonjour Baptiste. Merci d'être tous connectés et d'être aussi nombreux. Euh, Comme vous l'avez vu comme vous l'avez vu dans l'invitation, pardon, l'objet aujourd'hui, c'était de revenir sur nos fonds obligataires et sur cette gestion obligataire, qui est un métier historique du groupe Quorum, qui était dédié jusqu'à présent aux institutionnels. Et avec le lancement de Quorum Life depuis un an maintenant, puisque Quorum Life a fêté ses un an, c'est des fonds que vous pouvez proposer et qui sont disponibles pour vos clients. Donc le but avec Jonathan aujourd'hui, c'est de revenir justement sur cette gestion obligataire. Est-ce que Jonathan, tu peux justement nous en reparler et nous dire un petit peu en quoi ça peut être comparable à nos SCPI, quels sont les montants des encours, et puis on rentrera dans le détail un peu plus tard. Merci Baptiste. Donc bonjour à toutes et à tous et merci de vous être connectés. Oui, en effet, la gestion obligataire pour le groupe est historique puisqu'elle a commencé quasi en même temps, même un tout petit peu avant la gestion immobilière. Aujourd'hui, c'est 650 millions d'euros d'encours sur cette partie obligataire. Et en fait, elle est très peu connue dans le monde du conseil et des CGP. Pourquoi? Parce que elle était distribuée auparavant et toujours dans le monde institutionnel. Donc aujourd'hui, c'est un peu plus de 100 clients institutionnels, donc des grands fonds de pension européens, des mutuelles, des assurances qui ont proposé ces produits en Europe. Juste pour rappel, donc 650 millions d'euros d'encours sur le marché obligataire. Le groupe Quorum aujourd'hui, c'est 4 milliards, donc un peu plus de 3 milliards, 3 milliards 3 sur l'immobilier et 650 millions sur l'obligataire. Aujourd'hui, en obligataire, Baptiste, c'est 4 fonds que nous proposons. Et ces 4 fonds, vous allez le voir un peu plus tard dans la présentation, ont beaucoup de points communs avec les SCPI que vous connaissez sûrement. Et du coup, là, on voit Jonathan à l'écran, l'équipe de gérants, parce qu'on connaît notamment Frédéric Puzin sur la partie immobilière, sur la partie obligataire. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus justement sur ces gérants? Oui, alors l'équipe de gérants sur la partie obligataire est composée donc de 5 gérants. Et dans ces 5 gérants, on a notre trio de choc qui est composé donc de Laurent Koenigswald, qui a 21 ans d'expérience dans la gestion obligataire à haut rendement, puisque là, on va parler uniquement d'obligataires à haut rendement ou dit high yield, et qui est un ancien économiste au ministère de l'économie et des finances. La deuxième personne, le deuxième membre de ce trio de choc, c'est Olivier de Parseveau, qui lui travaille depuis 21 ans dans la gestion obligataire high yield. Et le dernier, c'est Cyril Furtak, qui lui travaille depuis 18 ans dans la gestion obligataire au rendement européenne. Donc ces 3 personnes travaillent ensemble déjà depuis plus de 15 ans et ont été les précurseurs dans la gestion obligataire au rendement européenne. La gestion obligataire high yield existe depuis bien plus longtemps, mais les obligations high yield européennes ont débuté autour de 2005. Et donc, ces 3 gérants ont été dès le début sur ce marché high yield européen. Et on peut dire donc qu'ils se connaissent parfaitement, qu'ils ont, on va dire, développé des automatismes à force de travailler ensemble et de se côtoyer, et chacun avec ses spécialités, ce qui fait que ça fait une très bonne équipe de gérants qui communiquent parfaitement et qui ont cette expérience. Avec un ADN qui nous va très bien et qui va, je pense, très bien à vos clients et à nos clients, c'est la préservation du capital. En fait, ce que les institutionnels souhaitent dans leur gestion, s'ils sont très prudents, c'est de préserver le capital. Donc cette équipe, on va dire, a le meilleur couple volatilité-performance. Donc préservation du capital, très faible volatilité et aller chercher de la performance. Et on vous expliquera encore un petit peu après, quand on parlera des fonds, comment ils font pour aller chercher la meilleure performance en ayant le taux de volatilité le plus faible possible. Ok, très bien. Bah, du coup, pour illustrer déjà le travail de cette équipe, est-ce que tu peux revenir sur 2020, alors faire un point plus global? Ensuite, qu'est-ce qui se passe depuis le 1er janvier, parce qu'on est déjà mi-avril, et même si tu n'as pas de boule de cristal, nous donner un peu les perspectives et ce que nous disent les gérants dans leur travail au quotidien par rapport à cette année 2021. Commençons par 2020.
Alors, 2020, rapidement, puisqu'on a tous vécu 2020, ça a été une année assez particulière. Alors, 2020, ça a été plusieurs parties. On peut faire, nous, le parallèle aussi sur l'immobilier. C'est que fin 2019 jusqu'à mars 2020, on a un marché obligataire qui est très, très haut. Donc, peu d'opportunités de trouver des entreprises avec des rendements, avec un couple rendement risque intéressant. Puis en mars vient le premier confinement. Et là, alors je ne vais pas utiliser le mot panique, mais quasiment panique sur les marchés, puisque la crainte des gérants, c'est que ces entreprises ne remboursent pas leurs dettes, puisqu'on parle d'obligations, et donc qu'il y ait un taux de défaut suite à ce premier confinement qui soit très très important. Et donc là, les gérants de notre équipe sont intervenus de deux façons, de façon très rapide. Première intervention, c'est que au lieu de se positionner sur les secteurs dits défensifs, on a vu que ces secteurs dits défensifs, en fait, en phase Covid et confinement, n'étaient pas forcément les plus défensifs. Et donc, des grosses entreprises se sont retrouvées dans des situations très difficiles. Et je vais prendre un exemple qui est très, très simple, qui est la restauration rapide, qui est un secteur qui fonctionne normalement toujours, puisque c'est de la restauration à bas coût. Et là, tous les fast-foods fermés, donc ce secteur de la restauration rapide s'est complètement arrêté. Donc, le but des gérants était de calculer l'impact de cette fermeture et de cet arrêt d'activité, de voir s'ils avaient assez de trésorerie pour passer cette vague. Soit ils avaient assez de trésorerie, mais on conserve ses obligations, soit ils n'ont pas assez de trésorerie, ils rentrent dans une situation financière un peu plus compliquée. Et là, les gérants ont décidé de sortir et de revendre ses obligations. Donc, même un secteur qui est dit défensif a pu, en plein Covid, ne pas être défensif du tout et être même une entreprise risquée. Et à contrario, il y a peut-être eu, pardon Jonathan, mais à contrario, il y a peut-être eu des opportunités liées à cette crise et aux évolutions du marché. Il y a eu des belles, exactement, ça a été la deuxième action des gérants, et sur des entreprises que je qualifierais de beaucoup plus classiques, qui sont devenues des stars du Covid. Je ne sais pas si Baptiste, tu as refait ton appartement de A à Z pendant le Covid, mais tous les magasins de bricolage et d'ameublement ont extrêmement bien fonctionné pendant le Covid. Ça, c'est le premier exemple. Et un autre exemple que je cite assez souvent, c'est le transport maritime. Si on prend une entreprise comme CMA CGM, qui était pas une star début 2020, est devenue une des stars du Covid, puisque arrêt du fret aérien, et puis peu de circulation, donc un cours du pétrole qui a complètement chuté. Et donc CMA CGM a profité d'un cours du pétrole très très bas et d'aucune concurrence avec le fret aérien pour devenir une des stars du Covid en 2020. Donc par ces deux actions, sélectionner et être rapide et opportuniste, les performances 2020 ont plutôt été au rendez-vous. Et puisqu'elles ont toutes été positives, on en reparlera après. Du coup, sur 2021, en tout cas sur ce premier trimestre et sur la suite, comment ça s'est passé et comment on voit les choses évoluer? Alors, en plus de ces actions des deux gérants, il y a une action dont on n'est pas du tout acteur, mais qui a aidé toute l'économie. C'est l'action massive de toutes les banques centrales qui ont, afin d'éviter les faillites de l'entreprise, ont aidé massivement financièrement toutes ces entreprises. Donc ça, c'est une action qui a permis en 2020 d'avoir le taux de défaut, un des taux de défaut les plus faibles depuis 30 ans sur le marché obligataire. Donc 2020 a terminé, tu l'as dit, positif sur tous les fonds. Et puis 2021, je vais dire qu'il n'y a pas de grand changement puisque les gagnants de 2020 sont toujours les gagnants de 2021. Et les perdants de 2020 sont, à cet instant, même si on est tous en confinement aujourd'hui, sont un peu moins les perdants, puisqu'il y a quand même eu un début de reprise économique fin 2019. Et puis on l'espère, avec l'arrivée du vaccin, un regain dans la reprise économique pour que ces perdants de 2020 ne soient pas complètement perdants également en 2021. Donc, j'ai pas de boule de cristal, tu l'as dit, mais le marché aujourd'hui, et je parle des chiffres du marché, sur l'obligataire haut rendement européen devrait sortir en 2021 entre 4 et 5% de performance. Et notre équipe de gérants a un objectif qui serait plutôt au-dessus de 5% sur 2021. Ok, très bien. Et on peut peut-être revenir sur
sur BCO notamment parce qu'on a parlé de 2020, année de crise, mais la stratégie qu'on applique à BCO depuis bientôt 10 ans, elle a déjà traversé des crises et c'est pour cette raison qu'on affiche cette slide à l'écran. Je te laisse peut-être la commenter avec quelques points, on va dire historiques parce qu'ils sont anciens. Tu veux parler d'une diapositive à l'écran, Baptiste? Oui, d'une diapositive, oui, mais je trouvais que ça faisait un peu old school. Euh, Old school. oui, Vieille école, vieille école. vieille école. Donc oui, vous voyez la diapositive à l'écran. La stratégie de BCO, qui est une stratégie qui a plus de 10 ans, c'est de préserver le capital et d'avoir une volatilité très très faible. Et donc c'est ce que je disais plus tôt, c'est l'ADN des gérants. C'est même en temps de crise, et vous voyez, alors il y a la crise des subprimes, la crise grecque, la crise du Covid, c'est de limiter au maximum les pertes et la volatilité sur ce fonds. Et comment on arrive à faire ça? Et ben BCO en est l'exemple parfait. C'est que BCO peut revendre 100% de ses lignes et être liquide pour passer la tempête. Donc, dès que les gérants sentent que le marché se retourne, plutôt que d'avoir une boule de cristal, c'est potentiellement être très très prudent, revendre la totalité des lignes. Et sur le marché obligataire, revendre un portefeuille de 500 millions, ça se fait en appuyant quasiment sur un bouton entre 24 et 48 heures maximum. Donc, c'est très très rapide. Et puis, ensuite, réinvestir dès que les gérants sentent que le marché va beaucoup mieux. Et donc, ça permet d'avoir un fonds qui, sur 10 ans, cette stratégie a une performance qui est supérieure à 5,5%. Donc, sans jamais avoir une année négative. Et donc, c'est ça l'ADN de ce fonds BCO. Ok, merci Jonathan. Tu as parlé de marché, tu as parlé de retournement, de réactivité des gérants. Derrière tout ça, il y a évidemment des entreprises dans lesquelles les gérants vont investir. Ce que je te propose, c'est qu'on prenne quelques exemples qui illustrent justement les entreprises qui empruntent sur le marché obligataire et qui vont en partie composer les fonds dont on va parler. La diapositive parle d'elle-même. Tu sais, Baptiste, que l'ADN de Quorum, c'est la transparence, c'est-à-dire ce que l'on fait en immobilier, c'est qu'on communique systématiquement sur l'immeuble, sa localisation, qui est le locataire, pourquoi il est à l'intérieur de cet immeuble, quel loyer il paye. Et ben, c'est exactement la même chose que l'on va appliquer aux obligations. C'est de communiquer systématiquement sur quelles entreprises on achète, entre guillemets, on achète la dette. Qu'est-ce qu'elles font? Pourquoi? Quels sont les objectifs de rendement? Enfin, quel est le rendement de cette obligation? Et à quoi sert cet argent? Quel est le projet de ces entreprises? Et si je prends un exemple, Picard, Picard, pourquoi investir dans Picard? C'est qu'on connaît tous les magasins Picard à côté de chez nous, mais Picard a un vrai manque qui est sur le digital. Picard est très très peu présent sur le digital. Et donc, ils ont un très, très gros projet de développement pour, en plus de leur point de vente physique, se développer en digital. Donc voilà, c'est d'expliquer à vous conseillers, mais également à vos clients, que vous pouvez être client d'une société, mais également vous pouvez être, entre guillemets, vous pouvez jouer le rôle de banque pour ces sociétés et financer leurs propres projets. Donc, c'est ce qu'on appelle chez Quorum participer à l'économie réelle. Quand on est en immobilier, on finance un locataire on finance un immeuble dans lequel le locataire peut développer son activité. Et là, en obligataire, on finance directement les projets de développement de ces entreprises. Ok, parfait. Merci Jonathan. On a un autre exemple si tu veux en parler également. Alors, la diapositive est extrêmement parlante. Netflix, qui fut l'un des grands gagnants de 2020. Tout le monde chez soi. Donc, quand tu ne faisais pas ton bricolage, Baptiste, tu étais devant la télé. Et puis, tu as pris, comme beaucoup de Français, beaucoup d'Européens, ton abonnement Netflix. Et donc, Netflix a explosé en 2020. Donc, ça fait partie des stars du Covid 2020. Et sur toutes les entreprises, toutes les entreprises, on peut vous raconter l'histoire et quel est le projet de développement derrière. Sur Netflix, j'ai pas besoin de faire de grands discours. Ok, merci encore Jonathan. On avait commencé à parler des performances. Est-ce qu'on peut revenir sur ces performances 2020, peut-être apporter quelques explications et puis aborder les premières qui sont connues, qui sont celles du premier trimestre 2021? Bien sûr. Alors là, vous voyez les performances de nos 4 fonds sur la diapositive. Donc BCO, qui est notre fonds, qui est le plus gros fonds puisqu'il fait plus de 500 millions aujourd'hui. BCO, c'est un peu le fonds phare, c'est un peu l'équivalent de Quorum Origine. C'est une stratégie qui a 10 ans, comme Quorum Origine.
C'est un fonds qui n'a jamais eu de performance négative. Je disais que sa moyenne sur 10 ans, la moyenne de performance de la stratégie, c'est plus de 5%. Donc, c'est un fonds que je qualifierais pas de patrimonial, mais qui a pour but de préserver la valeur. À côté de ce fonds, vous avez Quorum BEHY, qui est le fonds opportuniste que je compare beaucoup à Quorum XL, qui est un fonds qui va aller chercher de la performance dans un marché positif. Donc ça, ce sont les deux fonds phares. Et à côté de ces deux fonds phares, on a deux petits fonds. Quorum BSD, et donc qui est un fonds qui achète des obligations qui ont une échéance prochaine, donc qui ont des échéances entre 1 à 2 ans. Donc lui, il a une performance de 10,34 et Quorum Smart ESG, qui est notre fonds qui est labellisé ISR, qui a une performance de plus de 19% en 2020. Et donc, on peut peut-être apporter une précision justement par rapport à ces performances hors normes. Jonathan, je te laisse préciser justement. Merci Baptiste pour ton honnêteté. Je tiens à préciser que sur Quorum BSD et Quorum Smart ESG, les performances sont astronomiques, mais en fait alors, ne sont pas virtuelles. C'est que ces deux fonds ont été lancés au mois de mars 2020, donc dans un contexte de marché où les marchés étaient au plus bas. Et donc, ces fonds ont bénéficié de toute la hausse des marchés. Ce ne sont pas du tout les objectifs de performance prévus dans le temps. Donc, oui, ces fonds ont une très bonne performance 2020. Non, cette performance ne sera pas dupliquée les années prochaines. Okay. Donc, c'est vraiment un contexte de marché qui a fait ça et tu as bien fait, Baptiste, de relever ce point. Je t'en prie. Est-ce qu'on peut regarder 2021 également, puisque l'année a déjà bien démarré et on voit cette fois à l'écran les performances qui sont celles des 4 premiers fonds dont on a discuté. Donc on voit une très bonne performance pour BCO et Quorum BEHY, et on voit des performances plus normales, on va dire, par rapport à ce qui est attendu et par rapport à la stratégie pour Quorum BSD et Quorum Butler Smart ESG, qui est le fonds ISR de la gamme. Tout à fait. J'ai rien à rajouter. Voilà, un bon premier trimestre. Mais encore une fois, il n'y a pas de gros changements sur 2021. Donc, toute la gestion opportuniste a été faite en 2020. Et puis là, on est sur un marché qui, normalement, 2021 devrait être une belle année pour le marché obligataire. Ok, très bien. Alors, à présent, ce que l'on peut le sujet qu'on peut aborder, c'est comment souscrire à ces fonds. Tu nous les as présentés, Jonathan, tu nous as donné l'ADN de l'équipe, leur performance, leur composition. Comment souscrire à ces fonds? Cette fois, c'est moi qui vais répondre à une question que je me pose. En fait, on va souscrire à ces fonds dans Quorum Life, donc qui est notre contrat d'assurance vie, où Quorum Life est la compagnie d'assurance vie du groupe Quorum, et Jonathan y reviendra un petit peu plus tard. On va y souscrire soit avec la gestion libre que vous connaissez certainement tous, où vous allez choisir une allocation avec une répartition SCPI et fonds obligataires, ou seulement des fonds obligataires. Et puis on a voulu vous accompagner également en proposant des profils, des formules, et vous les voyez à l'écran avec une composition qui varie. On l'a fait évoluer avec une part plus ou moins importante d'obligataires, une part plus ou moins importante d'immobilier, et on a lancé 2 nouveautés au mois de mars, qui est Quorum Life Essentiel. On va retrouver 50% de Quorum Origine, qui est le fonds phare de Quorum l'épargne sur la partie immobilière, et BCO, qui est le fonds phare dont nous a parlé Jonathan à l'instant, donc à moitié-moitié. Et puis le profil, la formule Quorum Life pure BCO, on pourra mettre jusqu'à 100% du fonds BCO qui a été présenté. L'idée, c'est de dire, on vous accompagne en fonction du profil de votre client, et ensuite vous avez évidemment la main pour faire de la gestion libre et proposer une allocation en gestion libre, mais aussi vous appuyer sur le travail qu'on a réalisé pour vous accompagner. Jonathan, est-ce que toi, tu as une préférence ou une allocation à nous recommander et à conseiller peut-être? Oui, merci Baptiste, puisque je me disais c'est super d'avoir 6 profils, une gestion libre, mais les conseillers qui nous écoutent aujourd'hui n'ont pas forcément encore souscrit dans Quorum Life. Donc, c'est des fonds obligataires qu'ils ne connaissent pas forcément. C'est une compagnie et des profils qu'ils ne connaissent pas encore. Pour leur faciliter le travail, moi, je dirais, mon profil préféré et de loin, c'est le profil essentiel,
C'est un profil qui est très très simple puisqu'il est composé uniquement de deux produits. Corum Origin, qui est notre SCPI historique, donc 50% de Corum Origin, et 50% de BCO, qui est aussi notre fonds obligataire historique. Pourquoi conseiller ce fonds? Déjà parce qu'il est très simple et c'est les deux plus anciens et les plus gros fonds de notre gestion. Puisque Corum Origin, c'est plus de 2 milliards et BCO, plus de 500 millions. Et puis, pourquoi ces deux fonds et pourquoi ce profil? C'est que peut-être que vous le savez, mais Corum Origin est limité à la collecte depuis 2016 maintenant. Donc, ça fait 5 ans que Corum Origin est limité à la collecte. BCO, de son côté, était lui aussi limité à la collecte pour exactement les mêmes raisons. Donc, un marché obligataire qui était haut et donc une difficulté de trouver des entreprises avec des rendements satisfaisants. Et puis, le Covid a un peu rebattu les cartes, a laissé un peu plus d'opportunités sur l'immobilier et également sur le marché obligataire. Par contre, ces opportunités, je ne suis pas sûr qu'elles durent éternellement. Donc, avoir un profil avec du Corum Origin et du BCO, c'est quelque chose qui va exister en 2021. Je ne suis pas sûr que ça existe bien longtemps après 2021. Donc, voilà pourquoi je conseille ce profil qui est très, très simple. Ok. Et toi, Baptiste, est-ce que tu aurais un conseil? Est-ce que tu as un profil Alors moi, préféré? je prendrais effectivement, moi, j'opterais pour de la gestion libre et pour ceux qui sont présents et qui me connaissent, connaissent également mes convictions pour Corum XL et sa capacité, on l'espère, à créer de la valeur sur la durée. Donc, je ferai à peu près le même profil que toi, mais je remplacerai Corum Origin par Corum XL. Je mettrai, en résumé, 50% sur Corum XL et 50% sur BCO. Voilà. C'est un profil de jeune, ça. En effet, qui parle en anglais. Jonathan, est-ce que on peut revenir sur la compagnie d'assurance vie, sur Corum Life? Je l'ai dit, Corum a créé sa propre compagnie d'assurance vie. Il a reçu un agrément de la CPR il y a à peu près un an. Est-ce que tu peux revenir sur la genèse de cette compagnie et pourquoi finalement ne pas avoir demandé un contrat dédié à un assureur français et on en connaît certains? Ah oui, alors vous connaissez tous le monde de l'assurance vie. Et donc, quand on est société de gestion, on a deux choix. Soit on va voir les grands assureurs de la place et on leur demande un contrat en marque blanche, ce qui est très bien, ce qui est plutôt simple, avec un gros inconvénient, c'est que vous avez certes votre marque en haut du contrat, mais les conditions générales, c'est pas vous qui les faites, c'est l'assureur. Et avoir un gain au final pour le client ou une différence, je vais dire, concurrentielle, c'est très compliqué puisque l'assurance vie, c'est très, très concurrentiel. Donc, l'autre solution, qui était un peu plus longue, qui demandait un peu plus d'investissement, c'était de créer notre propre compagnie d'assurance vie. Et c'est le chemin que nous avons pris. Et donc, depuis quelques années, nous travaillons sur cette compagnie d'assurance vie et nous avons eu l'agrément en février 2020 pour un lancement de cette compagnie, donc agréée par la CPR, tu l'as dit, Baptiste, le 16 mars 2020, la veille du confinement. Ok. Est-ce que tu peux revenir sur justement cette année de lancement, ce démarrage, et on voit déjà quelques récompenses à l'écran? On voit quelques récompenses et surtout ce qui nous plaisait dans la création de cette compagnie, c'est qu'on était, en fait, ça permettait de proposer nos propres produits que nous gérons directement en faisant bénéficier à vos clients de l'enveloppe fiscale. Et cela, je pense que tu vas l'expliquer après, Baptiste, mais sans aucun frais pour le client. Donc, que le client investisse en direct ou via cette compagnie d'assurance vie, ça ne change absolument rien pour le client. Et oui, on est ravis puisque un an après le lancement de cette compagnie et de ce contrat, nous avons déjà eu de nombreux prix et dont dernièrement trois Oscars par gestion de fortune, meilleure innovation au niveau du contrat, meilleure innovation au niveau de l'ensemble de la compagnie d'assurance vie et de son contrat. Et ce matin, nous avons également reçu un top de tout sur mes finances sur encore une fois le meilleur contrat, meilleur nouveau contrat. Donc en un an, énormément de prix et puis un engouement de la presse pour ce contrat et cette compagnie. Donc on est ravis. Je me permets d'anticiper, Jonathan, la session questions-réponses qui interviendra à la fin, parce que je vois une question dans le chat sur justement la solidité de Corum Life. Parce qu'on a parlé des grands assureurs français.
Quorum Life a reçu un agrément ACPR, comme on l'a dit, mais c'est une compagnie toute jeune. Quelle est sa solidité? Alors, tu te doutes bien, Baptiste, qu'on a exactement le même agrément que toutes les autres compagnies. Et tu te doutes bien que l'ACPR a voulu garantir que nous avions les reins solides. Et en fait, tu as un chiffre qui est important dans les compagnies d'assurance vie qu'on appelle le ratio de solvabilité et qui permet de savoir quelle est la solidité financière de la compagnie. Le ratio de solvabilité de l'ensemble des compagnies aujourd'hui françaises se situe de mémoire, entre 200% jusqu'à 350%. Et donc, le ratio de solvabilité de Quorum aujourd'hui est supérieur à 1000%. Donc, oui, Quorum a exactement les mêmes contraintes que tous les autres assureurs. Quorum a mis des fonds propres pour garantir cette assurance vie, puisque, comme toute assurance vie, on doit garantir la liquidité à tout moment. Ce qui va peut-être changer par rapport à d'autres assureurs, c'est que nous n'avons pas à cet instant de fonds euros. Okay. Voilà, mais Quorum Life a aujourd'hui le ratio de solvabilité, je peux l'affirmer, le plus élevé de très très loin de toutes les compagnies d'assurance. Ok, très bien. Et donc voilà, merci Jonathan sur la partie Quorum Life. À présent sur le contrat en lui-même, et l'idée c'est de savoir à qui finalement ce contrat peut convenir, à qui on peut le proposer, et ce que l'on pense et ce que l'on a vu depuis un an, compte tenu des souscriptions que l'on a reçues et des partenaires qui nous ont accompagnés, c'est que c'est plutôt pour des clients qui ont un horizon de placement long terme, qui vont chercher un outil de capitalisation et de transmission. Je ne vous refais pas les argumentaires de l'assurance vie, vous les connaissez aussi bien que nous. C'est pour des clients qui n'ont pas un besoin de revenus immédiats. Et voilà, et c'est en cela que ça va être complémentaire, c'est que comme on vous l'a présenté, c'est un fonds dans lequel on va retrouver, c'est un contrat assurance vie dans lequel on va retrouver 6 fonds, 6 unités de compte que l'on va pouvoir sélectionner. Et l'idée, encore une fois, c'est d'avoir un horizon long terme avec une faible volatilité et des produits, des supports qui délivrent de la performance régulièrement. C'est un contrat donc qui est 100% en unité de compte, que l'on a voulu transparent, et cette transparence, on essaie de l'illustrer notamment via les fils d'actualité que l'on réalise de manière trimestrielle, via le relevé annuel qui va se démarquer des standards du marché. Il n'y a pas de fonds euros comme on l'a dit, mais on a voulu mettre en place une garantie d'essai des sommes investies jusqu'à l'âge de 65 ans. Donc, voilà. C'est payant ça, Baptiste? Non, alors ce n'est pas payant, c'est pris en charge, on va dire, par l'assureur. C'est pas une option, ça s'applique pour tous les associés et jusqu'à l'âge de 65 ans. Donc c'est en cela que c'est complémentaire des centaines de contrats d'assurance vie qui existent sur le marché, parce que le but c'est pas d'avoir une gestion financière et de faire des arbitrages parmi 1500 supports, mais c'est vraiment d'apporter quelque chose de complémentaire. On l'a constaté depuis un an, on a plus de la moitié des souscripteurs de Quorum Life qui ne sont pas des clients Quorum, c'est-à-dire qu'ils ne détiennent pas de part de SCPI autrement que par ce contrat d'assurance vie. Donc c'est-à-dire qu'il y a forcément, en tout cas, des clients qui surveillent, en tout cas qui connaissaient nos SCPI, mais qui n'avaient pas besoin de revenus immédiats. Et c'est pour cette raison qu'ils sont allés et qui se sont positionnés sur Quorum Life pour justement cet horizon de placement long terme et ne pas finalement toucher des revenus immédiatement. Voilà. Sur l'aspect pratique à présent, parce qu'on peut se poser la question de la façon dont on va pouvoir souscrire. Il y a évidemment une souscription digitale sur le site de quorum.fr que vous pouvez utiliser et également des dossiers de souscription on va dire à l'ancienne, en papier, qui fonctionne également très bien. Et pour nos partenaires qui sont connectés, sachez que voilà, la convention 2021 intègre la possibilité de proposer nos SCPI également, mais également notre contrat d'assurance vie. Voilà, sur la partie pratique, je pense que j'ai terminé. Est-ce qu'on peut passer aux sessions questions-réponses? T'es prêt, Jonathan? Bah écoute, je vais essayer. Ok, alors il y a une question qui est la première qui a été posée. Est-ce que un retour de l'inflation ou une remontée des taux d'intérêt aurait un impact sur la performance de ces fonds? Eh ben oui, Baptiste. Dire non, ça serait mentir, mais c'est exactement la même chose qu'en immobilier. On est sur un positionnement, que ce soit en immobilier ou en obligataire, sur ce qu'on appelle du haut rendement. Donc haut rendement,
c'est-à-dire qu'on sera, même s'il y a une remontée des taux, on sera beaucoup moins impacté que d'acheter de l'immobilier aujourd'hui très très cher, ou acheter des obligations dans des classes différentes, dans des catégories différentes, type dette souveraine ou obligations investment grade, donc sur des entreprises mais entre guillemets plus sécurisées. Donc comme on achète sur du haut rendement, la différence d'une remontée des taux se fera beaucoup moins sentir. Ok, très bien, merci Jonathan. Je Et, continue. et un exemple, hein, c'est que le nombre d'émissions sur l'année 2021, on est sur un record de nouvelles émissions obligataires en 2021. Donc, même si le marché, on sait qu'il y aura une remontée des taux, on ne sait pas quand, mais aujourd'hui, les entreprises comptent vraiment sur ce marché obligataire pour financer leurs projets de développement. Ok, merci. Une question que l'on peut se poser également, pourquoi ne proposer que des fonds maison dans la mesure où nous sommes assureurs, on pourrait également avoir 700 ou 1000 unités de compte comme le proposent les autres? Parce que vous êtes déjà tous équipés, vous travaillez déjà tous avec 2, 3, 4, 5 assureurs qui proposent des architectures ouvertes entre 500 et 1000 fonds, voire plus, et que ce n'est pas la proposition qu'on cherche à vous faire. Ce qu'on vous proposait, c'est un contrat simple. Je parlais du producteur à l'épargnant. Donc, on est société de gestion, on est compagnie d'assurance vie, et c'était offrir à votre client cette enveloppe fiscale sur nos produits, sur des choses que l'on gère. Et Donc la oui, proposer sans frais supplémentaires. et sans frais supplémentaires. Donc ça, c'est la proposition. On connaît, on a des objectifs de performance sur chacun de nos fonds. Afficher des objectifs de performance sur les fonds que vous avez par ailleurs, ça avait peu d'intérêt. Ok, très bien. Une certaine Sylvie M, que tu reconnaîtras peut-être, Jonathan, repose la question du meilleur ratio de solvabilité. Est-ce que tu peux le redonner parce que a priori, il ne l'avait pas entendu quand tu l'as mentionné? Oui, alors le ratio de solvabilité, donc sur le marché, et tous les gros assureurs, c'est entre 200% à 350%. C'est des choses qui sont publiques. Et celui de Quorum est supérieur à 1000%. Et ce ratio de solvabilité, c'est quoi? C'est les capitaux propres par rapport aux dettes. Donc, supérieur à 1000%. C'est, encore une fois, je pense qu'on a, et je peux l'affirmer, on a le ratio de solvabilité le plus élevé de tout le marché. Ok, très bien. Et on a exactement les mêmes contraintes que tous les autres assureurs. Ok, parfait. Merci Jonathan. Une autre question de Guy C. Ces fonds sont-ils accessibles aux personnes morales? Si oui, sous quelle forme? Contrat de capi. Merci pour cette question parce qu'effectivement c'est une réflexion que l'on a depuis quelques mois. On a commencé avec un contrat d'assurance vie, ce qui était déjà quelque chose d'important, et on va effectivement demander un agrément pour proposer un contrat de capitalisation. C'est des choses qui sont en cours. Ça prend du temps, ça demande un petit peu de travail, mais on espère pouvoir vous proposer les contrats de capitalisation Quorum Life à partir de janvier 2022. Voilà. Il faut rappeler qu'il n'y a pas une nouvelle compagnie d'assurance vie depuis plus de 20 ans en France. Donc, le contrat de capitalisation, c'est une de nos priorités et on espère vous le proposer très rapidement. Ok. J'ai une autre question. Jonathan, acceptez-vous les expatriés et les mineurs? C'est une question pour toi, ça, Baptiste. Alors, les expatriés, non, parce que aujourd'hui, lors de notre demande d'agrément, c'était uniquement pour des résidents fiscaux français. Donc, on ne peut pas prendre les expatriés. En revanche, oui, nous acceptons les souscriptions pour les mineurs. Et je parlais de clients avec un potentiel horizon d'investissement long terme. Bien, je pense que pour le coup, les mineurs en font partie. Donc, oui, nous acceptons les mineurs. Bah, Oui. ouais, non, parce que on a énormément de clients, c'est un contrat très simple. Donc, oui, pour des enfants, pour des gens qui ne sont pas férus de trading haute fréquence, c'est un contrat qui leur convient parfaitement parce que c'est très, très simple et ils peuvent comprendre ce qu'il y a dedans. Ce qui n'est pas l'avantage ce qui n'est pas le cas de tous les contrats. Ok. Une question de Jean-Noël B. Quelle a été la performance de Quorum Origin ou Quorum XL dans le contrat? Est-ce qu'elle est équivalente à une détention en direct? Parce qu'on sait, et je comprends tout à fait la question, le traitement des SCPI par les assureurs diffère d'un assureur à l'autre, avec potentiellement des frais de gestion supplémentaires, une rétention, en tout cas une non-distribution de 100% des loyers. Qu'en est-il dans Quorum Life?
C'est là que ça rejoint ce que je disais juste avant, avec un contrat très simple et très lisible pour les épargnants. C'est que 100% de la performance, 100% des dividendes sont distribués, sont capitalisés dans ce contrat. Donc, il n'y a pas le client paye le prix, il n'y a pas de décote sur le prix d'entrée. Il y a exactement, si on parle de SCPI, le même délai de jouissance, mais il y a 100% des revenus. Donc, pour l'épargnant, cela ne change rien du tout et c'est très simple, que ce soit en direct ou en assurance vie. Ok, parfait. Et j'ai une question à laquelle je vais répondre, donc de Jacques F. Est-ce qu'il sera possible prochainement d'effectuer des rachats partiels sur le contrat d'assurance vie? C'est déjà possible. En fait, pour les clients qui sont déjà assurés, il est évidemment possible de faire des rachats partiels. En revanche, compte tenu des frais propres au SCPI ou propres à nos fonds obligataires, on ne le recommande pas parce qu'ils n'auront pas été amortis. Donc, l'horizon d'investissement conseillé est supérieur à 8 ans, comme pour tout contrat d'assurance vie. Et non, alors les rachats partiels, pardon, sont possibles, mais on les préconise pas à court terme. Jonathan, une question pour toi. J'ai répondu sur la partie contrat de capitalisation. On a mentionné le fait qu'il n'y avait pas de fonds en euros, que c'était un contrat qui était 100% unité de compte. Est-ce qu'on envisage néanmoins de lancer un fonds en euros? Est-ce qu'on envisage c'est une chose sur laquelle on travaille, le fonds euro, mais même si un fonds euro sortira peut-être dans les prochains mois, enfin, vous connaissez l'ADN de Quorum et les objectifs de performance. Aujourd'hui, on ne peut plus faire de performance sur le fonds euro. Donc, c'est quelque chose qui sera forcément moins mis en avant que nos fonds, immobiliers ou obligataires. Ok, très bien, merci Jonathan. Et une question à laquelle je vais répondre de Basile D sur quels sont les frais du contrat. En fait, ça revient à ce qu'on disait un petit peu tout à l'heure. C'est la raison, d'ailleurs, enfin une des raisons pour lesquelles on a lancé ce contrat d'assurance vie, c'est que on peut proposer quelque chose de différent des standards du marché. L'assureur Quorum Life ne va prendre aucun frais. C'est-à-dire que l'enveloppe fiscale finalement est offerte au client. Il y aura évidemment les frais des supports que l'on loge à l'intérieur de ce contrat assurance vie, qui sont la commission de souscription sur les SCPI que vous connaissez, la commission de souscription sur BCO et BEHY, et ensuite les frais de gestion propres à chacun des supports. Mais lui, l'assureur, ne prend aucun frais. Rassure-moi, Baptiste, nos partenaires peuvent toucher du récurrent sur ce contrat. Alors néanmoins, et merci pour cette question Jonathan, néanmoins effectivement il y a d'un point de vue rémunération, donc sur la partie commission de souscription, ça fonctionne comme en direct. Et certains d'entre vous connaissent nos SCPI en direct, donc on va redistribuer une partie de la commission de souscription sur la SCPI, sur les fonds obligataires. Les dividendes des SCPI, on ne l'a pas dit jusqu'à maintenant, mais les dividendes des SCPI sont réinvestis sur chaque SCPI, sur la SCPI de référence. Donc cela va créer une sorte de récurrent, donc les dividendes qui sont versés une fois passé le délai de jouissance. Donc il va y avoir une récurrence par rapport à ces dividendes qui sont réinvestis. Et puis sur les fonds obligataires, il y a évidemment des frais de gestion sur lesquels on va partager la commission avec nos partenaires. Et ces frais de gestion sur la partie obligataire, ils sont entre 0,45 et 0,75% en fonction des supports. Et c'est une commission qui est versée annuellement. Donc il y a une rémunération récurrente néanmoins sur ce contrat d'assurance vie. Donc de l'upfront et du récurrent. Exactement. J'ai une nouvelle question. Est-ce qu'il est possible de, en attendant que le contrat de capitalisation soit accessible, est-ce qu'il est néanmoins possible pour une personne morale d'investir sur ces fonds obligataires, sur BCO et BEHY, qui sont les deux dont on a le plus parlé? Tout à fait, oui, il est tout à fait possible d'investir directement sur les fonds obligataires. Aujourd'hui, on s'adresse à l'épargnant, puisque l'assurance vie, c'est le produit phare de l'épargne, mais une personne morale peut directement, bien sûr, investir sur nos fonds obligataires. Ok, parfait. Eh bien, écoute, merci beaucoup, Jonathan. On a eu pour ton information, nous avons plus d'une centaine de personnes qui étaient connectées ce matin. Donc, j'espère qu'on a répondu à leurs questions. En tout cas, merci beaucoup. J'espère que c'était clair. Le replay sera disponible pour ceux qui ont raté une partie de ce webinaire ou qui veulent le revoir. Donc voilà, merci à toutes, merci à tous. Et si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à nous contacter. Voilà. Donc toute l'équipe est disponible. En 40 minutes, c'est compliqué de faire un tour complet, mais voilà, on a essayé de rendre le contrat simple comme on sait le faire. S'il y a des questions techniques, et forcément vous en avez, nous sommes à votre disposition. Parfait, merci beaucoup.
Merci à tous et à toutes et merci Baptiste. Merci Jonathan. Bonne journée. Bonne journée, au revoir.